nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Nombreux aussi de nous faire des suggestions et cela nous va droit au cœur. Merci à tous ceux aujourd'hui qui demandent qu'on continue ce grand débat et que c'est un débat qui leur permet d'avoir beaucoup d'informations. Merci, merci, merci à tous. Merci aussi à tous mes chers panélistes qui ont toujours eu le temps d'être présents pour des sujets d'ordre d'actualité, des sujets brûlants. Et aujourd'hui, nous continuons toujours les sujets d'actualité sur le Togo parce que c'est de ce pays qu'il s'agit où il y a encore un dialogue. Merci à tous ceux qui veulent réellement participer à cette émission. Mais le numéro qui est sur votre écran, vous pouvez l'appeler pour prendre part à ce grand débat. Yves Kenao qui est avec moi aujourd'hui dans ce studio. Yves qui n'est plus à présenter comme je l'ai dit. Merci pour tous ceux qui nous critiquent. Je dis bien qui nous critiquent. Mais avec ce débat, nous avançons. Monsieur Yves, soyez encore la bienvenue dans ce studio. Merci. Voilà, avec tout ce que vous êtes en train de faire, on vous apprécie, même s'il y a d'autres qui nous écrivent pour dire que, mon cher Yves, c'est comme ça qu'il faut aller. Mais c'est un grand débat. Les gens sont libres pour pouvoir dire ce qu'ils veulent. Monsieur le professeur, merci encore une fois de plus d'être avec nous dans ce studio, via Skype. Bonjour, monsieur Serge Niawa. Bonjour à tout le monde. Comme je l'ai dit, quand je parle au professeur, j'ai bien dit que c'est le nouveau ministre togolais avec beaucoup d'informations qu'il a et aussi comment il peut cerner la situation aujourd'hui qui est fracassante au niveau de notre pays, le Togo. Merci encore une fois de plus, professeur. Il est donc conférencier à l'Université de la Caroline du Nord. Monsieur Emmanuel Credo, bonjour. Salut, merci de nous avoir invité à participer à l'émission aujourd'hui. Bonjour depuis Atlanta. Merci, monsieur Credo. Merci. On a notre ami qui vient d'appeler via le téléphone. Bonjour, monsieur. Allô? Oui. Comment vous appelez? Essayez de diminuer un peu le volume de votre ordinateur, comme ça on peut vous attendre. Et puis s'il y a des bruits, essayez quand même de nous épargner de ces bruits, ok? Comment vous appelez? Allô, bonjour monsieur, comment vous appelez? Ben je crois que on va continuer. Après donc 6 mois de crise, les deux partis, c'est-à-dire le gouvernement et l'opposition, ont accepté d'aller au dialogue. Mais ce dialogue dont nous parlons aujourd'hui, est-ce que c'est un dialogue qui peut amener aujourd'hui le Togolais, sinon la population togolaise, à réellement éviter une crise et
accepter tous les accords qui vont sortir de ce dialogue. Parce que vous savez qu'il y a eu près de 27 dialogues. J'ai dit bien 27 dialogues. Nous sommes maintenant au 28e dialogue. Nous espérons qu'à l'issue de ce 28e dialogue, on aura quand même quelque chose de potentiel. Quelque chose qui peut amener les Togolais réellement sur les deux parties à être d'accord. Mais est-ce que les deux parties peuvent être d'accord? Nous allons donc, avec nos chers panélistes, voir comment il faut réellement amener le pays à ne plus souffrir. Je vais commencer avec le professeur Moussa Issoufou. Monsieur le professeur, alors, le dialogue a commencé. Et comme nous le concevons aujourd'hui, le dialogue a été inscrit dans un autre, comme je peux le dire, ordre du jour. C'est-à-dire que on a arrêté le dialogue du temps puisque ils veulent réfléchir. Ils veulent réellement venir sur encore d'autres réflexions pour reprendre ce dialogue, donc à une date ultérieure. Mais quand on parle d'une date ultérieure, nous ne connaissons pas cette date. Alors que le dialogue devrait au moins faire 10 jours comme on nous l'a dit. Monsieur le professeur, est-ce que nous avons affaire à un dialogue réellement qui peut amener la population togolaise à ne plus criarder, sinon à s'inscrire dans l'ordre de la bonne gouvernance? Bon, merci Monsieur Nyawa pour la question. Je vais dire que ce dialogue, bon, les gens l'appellent dialogue, bon, même si on avait souhaité que ce soit, on puisse le désigner par négociation, bon, n'empêche. Nous osons croire que la suspension de cette rencontre, ou bien de ces pourparlers, pourra permettre aux uns et aux autres de faire une introspection individuelle et en même temps collective. Et pour se poser la question de savoir si ils ont une responsabilité par rapport à la tragédie qui se joue au Togo. Vous n'êtes pas sans savoir que le Togo demeure le seul pays de la sous-région, le seul pays en Afrique actuellement, après les Mamouti ou autres, où le pouvoir est resté dans les mains d'une seule famille depuis 1967. Ce qui fait que ceux qui sont nés avec ce régime ont 50 ans, 51 ans. C'est-à-dire, c'est presque 2 générations, si je peux me le permettre. Dans la vie de l'homme, c'est presque la moitié, sinon le 3/4 de la vie de l'homme. Et dire que l'homme qui est né libre et doté de la liberté de se choisir ses dirigeants, puisse subir ses dirigeants au lieu de les choisir, c'est là où nous sommes. Alors, ce dialogue, les gens pensaient que quelque part, les gens ont compris que les données ont changé, que l'Afrique a changé, que le monde bouge et qu'il ne fallait pas vouloir se camper sur ces positions. Hélas, bon, on est arrivé hier, les Togolais l'ont appris à leur dépens parce que quelque part, les gens ne veulent pas bouger. Et le problème qui se pose, peut-être qu'on aura la chance d'en parler, mais on souhaite vivement que, à la reprise, parce qu'officiellement on nous parle de 2 semaines, parce que le président ghanéen ne devait pas être disponible pour les 2 semaines, c'est pourquoi il aurait demandé une suspension. Ça, c'est un langage diplomatique, ce qui est bon pour calmer les cœurs. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose qu'on nous cache. C'est pourquoi je vais profiter de l'occasion ici. Je ne sais pas quel accord ils ont signé par rapport à ce silence. Je voudrais souhaiter que les gens de la coalition, puisque nous, le peuple, on les a mandatés, ils sont allés parler à notre nom, je voudrais souhaiter quand même qu'ils puissent sortir de leur silence
pour nous dire clairement ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Parce que ce silence-là, s'il dure plus de 24 heures, 48 heures, 72 heures, les choses vont commencer par être un peu difficiles pour le Togo. Donc c'est pourquoi moi je souhaite qu'on puisse être plus informés et comme ça les gens pourront se calmer parce que les gens attendent et les gens y veillent. Merci. Merci donc, professeur. On va revenir tout à l'heure à vous parce que vous avez parlé de la disponibilité du président ghanéen. Monsieur Kenao, alors le président ghanéen quand même qui a su la médiation de ce dialogue, du coup, il n'est pas disponible. Et de l'autre côté, nous avons vu aussi la CEDEAO qui est allée même au Ghana pour une autre réunion, disons, du franc CFA. Mais, monsieur Kenao, quand nous avons un dialogue, quand on parle d'un dialogue, le professeur appelait négociation, mais un dialogue inclusif où la vie de tous les Togolais est en danger, où le pari doit être réellement au beau fixe, et du coup, le président ghanéen ne participe pas à ce dialogue. Il part directement au Ghana parce que il y a aussi ce qu'on appelle la rencontre de la CEDEAO. Monsieur Kenao, est-ce que réellement le gouvernement en place est sérieux pour que ce dialogue puisse réussir? Vous-même, quand vous parlez d'un président ghanéen, la non-disponibilité du président ghanéen dans l'affaire de notre pays, est-ce que vous-même ça résonne, logiquement, est-ce que ça résonne bien? Ça ne résonne pas bien. Pour moi, ça ne résonne pas bien. Ça fait une honte. Vous savez, moi, le problème fondamental dans tout ce que nous... Vous pouvez l'appeler négociation, vous pouvez l'appeler accord. Le grand problème, pour moi, c'est que... Et c'est une question aussi. Est-ce que les deux camps togolais veulent réellement se parler? C'est la question. S'ils veulent réellement se parler, ils n'ont pas besoin de la présence du président ghanéen. Un facilitateur. Ils n'ont pas besoin. Et encore un président qui a Comme ses si aujourd'hui prérogatives. le président ghanéen n'est pas là. Même s'il venait à mourir. C'est ce que je dis, s'il n'est pas là. Oui, il peut ne pas être là, mais même s'il venait à mourir tout de suite. Voilà, ça veut dire qu'ils ne vont pas continuer. C'est là que je dis Donc, que il c'est... y aura un blocage de ce dialogue. C'est ce que je dis, ce n'est pas question de la disponibilité ou la non-disponibilité du président ghanéen. Non, je l'ai dit l'autre fois dans mon émission. Est-ce que les Togolais veulent réellement de ce dialogue? Est-ce qu'ils veulent réellement de ce dialogue? C'est fini. S'ils arrivent à répondre à cette question, là, je serai si les uns les autres sont de bonne foi ou de mauvaise foi. Mais est-ce qu'ils sont prêts pour ce dialogue? Est-ce qu'ils le veulent? On a eu, monsieur Kenao, je vais encore parler de quelque chose. On a eu 45 prisonniers qui ont été libérés. Est-ce qu'on avait besoin de ce dialogue pour les libérer? 45 prisonniers qui Non, étaient... est-ce qu'on avait besoin Voilà. de ce dialogue? On pouvait les libérer. Et le lendemain. Il reste encore plus de combien? Plus de 47 prisonniers qui restent encore, sur les 102 prisonniers. Mais si on l'appelle... Est-ce que ce sont réellement des prisonniers? Est-ce qu'on avait besoin de ce dialogue-là? Les choses se sont passées entre nous Togolais. On pouvait faire la part des choses et repartir les responsabilités et libérer les gens. Libérer les gens. J'ai de l'inquiétude. Est-ce que vous ne voyez pas? Voilà maintenant. Pour répondre à ta question, moi, c'est encore une fois une comédie. Vous voulez dire libérer quel peuple? Le peuple togolais, ce dialogue n'existe même pas. Il n'y a même pas un dialogue. Il n'y a même pas un dialogue. À ce dialogue, l'opposition a quand même posé des préalables. C'est-à-dire la constitution de 92 et cette phrase en aucun cas, cette phrase doit être appliquée. Et si en aucun cas appliquée, c'est-à-dire en 2020, Faure ne va plus être candidat. Voilà. Est-ce que vous ne voyez pas que l'opposition tout de suite, non, le gouvernement tout de suite, les représentants du gouvernement ont dit nous allons surseoir ce dialogue et aller demander à Faure comment nous allons continuer? Non, moi je vais te dire ceci.
ce dialogue, dès le premier jour, je vous ai toujours posé la question. Et j'ai toujours posé la question à nos téléspectateurs. Est-ce qu'il peut y avoir réellement dialogue sans Atiki et sans l'armée togolaise? Ça, c'est encore quelque chose. J'ai posé la question. Et si aujourd'hui on nous dit qu'on a suspendu ce dialogue ou bien on va se retrouver à une date ultérieure, moi ça ne m'étonne pas. Les deux pièces fondamentales du pays ne sont pas là. Et comment voulez-vous que la machine roule ou bien le moteur marche? Atiki doit être là. Et l'armée togolaise doit être là. Pour qu'on lui demande quelle est ta position. Pour qu'après tout on n'entende pas, oh moi je n'étais pas là-bas, nous ça ne nous regarde pas. Qu'elle nous dise exactement sa position dans cette histoire du Togo. Je crois qu'on va revenir tout à l'heure à vous. On va revenir tout à l'heure à vous. Monsieur Credo Emmanuel, oui, je crois que vous avez une position vis-à-vis de ce dialogue qui a quand même commencé et du coup, le dialogue est lancé à une date ultérieure. Est-ce que nous pouvons dire que nous avons affaire à un dialogue qui peut amener le peuple togolais à des accords qui vont nous amener à ne plus parler de cette crise? Oui, et je dirais que cette énième rencontre, s'il faut l'appeler dialogue, je ne sais pas, ces négociations, une rencontre qui vient de s'ajouter au nombre de rencontres qu'on a fait. Et il y a eu toujours des négociations qui ont été faites, il y a eu toujours des conclusions qui ont été tirées, il y a été des décisions qui ont été prises, et ces décisions n'ont été jamais mises en exécution. Voilà ce qui nous amène ici. Mais avant de parler de ce dialogue qui a commencé et qui maintenant est mise en attente pour une date ultérieure, et puis souvent quand on dit une date ultérieure, ça ne donne pas beaucoup d'espoir, mais il faut toujours espérer que cette date ultérieure répondra bientôt. Moi, je trouve que c'est une rencontre qui est déjà... Ça a commencé avec nous, en tant qu'Africains, dans notre tradition, un faux pas. Pourquoi je dis ça? Nous sommes au Togo, notre maison brûle. On a eu au Togo une vingtaine de rencontres, à commencer par la conférence nationale souveraine. Cette conférence, aucun pays n'a intervenu pour que le Togo vienne et pour venir être facilitateur. C'est une rencontre qui a eu lieu entre Togolais. Et après, à l'issue de cette conférence, on a vu qu'il y a eu une constitution qui a été votée, et le pouvoir en place a tout fait pour que cette loi fondamentale ne soit jamais respectée. Maintenant, si notre maison brûle et que notre voisin vient nous assister, d'abord, en respect, le respect que nous avons dans notre culture africaine, c'est que quand tu es un père de famille et qu'il y a quelqu'un qui vient chez toi pour régler un problème en famille, la première des choses, c'est que tu t'assois avec les gens de ta famille. Moi, je trouve que si ce n'est pas arrogance ou bien pas ignorance, bon, a vraiment fait a volé très bas en ne se présentant pas à cette rencontre. Il n'est pas au-dessus de la mêlée, il n'est pas plus togolais que les autres. C'est lui le père de le président, et c'est lui qui doit être présent. Il est un chef d'État. D'abord, quand on parle des pays africains dans la sous-région, le Nigeria est en tête avec près de 200 millions d'habitants sur le Ghana. C'est les grandes forces de notre sous-région. Et un président ghanéen laisse son État pour venir vous faciliter un dialogue.
le respect qu'on donne à ce chef d'État, c'est de venir s'asseoir et non pas de laisser ce chef d'État au milieu de la première journée et sur soi-même pour parler, pour aller te consulter et revenir, et puis c'est fini la conclusion. Mais après, on a vu un rapport à la fin de la première journée où on nous a dit, moi j'ai imprimé ce rapport, on nous a dit que la rencontre durera 10 jours. Si aujourd'hui, vendredi, on nous parle de reprise du dialogue à une date ultérieure et on nous donne une raison bidon qui est les disponibilités du chef de l'État ghanéen, dis donc, il faut faire croire ça à des gens qui sont nés aujourd'hui. Le calendrier du chef ghanéen, ça se sait au moins 1 ou 2 ou 3 mois à l'avance. Est-ce que ça a été calculé dans les 10 jours? Non. C'est un truc diplomatique pour ne pas dire qu'on évolue vers l'échec. Qu'après les pourparlers, il y aura peut-être une lueur où les trucs pourront reprendre. Mais le dialogue a démarré avec un faux pas. M. Kenao disait que l'armée devait être là et M. Tchiki Akatam serait là. La première personne qui devait être là, c'était Faure Gnassingbé. L'armée est une comme un chien à l'aise que Faure Gnassingbé dit. Si Faure Gnassingbé veut que cette armée vienne assister et ça sera comme ça à un doigt et l'armée viendra. Faut pas croire faut pas rejeter, faut pas voir les trucs qui sont clairs et puis tourner autour du pot. Le premier échec, la mauvaise volonté posée, c'est une mauvaise volonté de Faure qui est à l'origine peut-être de la suspension de ce dialogue. Je vous remercie pour l'instant. Merci donc, Monsieur Credo Manuel. Je crois qu'on a quelqu'un en ligne. Voilà. Merci, Monsieur Credo Manuel. Le professeur, je crois que vous avez attendu Credo, vous avez attendu Monsieur Kenao Yves. Vous avez parlé de l'indisponibilité du président ghanéen. Nous savons aujourd'hui que, comme avec nos sources d'information, que la campagne de ce président a été financée par Faure Gnassingbé dans un premier temps, parce qu'il y a aussi l'opposition ghanéenne, une opposition qui, si elle était déjà en place ou bien élue, je crois que c'est elle qui allait quand même faire tout possible pour relever le Togo. Mais aujourd'hui, c'est de l'autre côté. Comment quelqu'un dont on a financé sa campagne pourrait venir au Togo être un bon médiateur? Monsieur le professeur, et on parle aujourd'hui de son indisponibilité. D'abord, je vais dire que l'accusation selon laquelle Faure aurait financé la campagne de M. Akufo-Addo est une affirmation gratuite. Jusqu'à l'heure où nous vous parlons, personne de ces gens-là qui colportent de ces rumeurs-là n'a pu apporter la moindre preuve pour nous dire que l'argent de la campagne de M. Akufo-Addo venait de Lomé. Ça, il faut que nous soyons clairs là-dessus. C'est des spéculations et je les appelle des affirmations gratuites parce qu'il n'y a pas de preuves qui sous-tendent ces affirmations-là. Alors, vous savez, lorsque M. Alpha Condé, le président de la République de Guinée, avait commencé par initier ce dialogue-là, les gens ont dit non, Alpha Condé, non, lui aussi veut changer la constitution, il veut faire ci, il veut faire ça, donc il est disqualifié. J'ai eu à dire aux gens, vous savez, il y a quelque chose qu'on appelle dignité. Il y a quelque chose qu'on appelle intérêt aussi. Mais je pense que les grands hommes se reconnaissent par la défense de leur dignité. C'est quelque chose qu'on ne marchande pas. Donc moi j'avais eu à défendre Alpha Condé en disant que il faut donner la chance à Alpha Condé de prouver qu'il est un homme digne. C'est-à-dire que malgré les soupçons qui pèsent sur lui,
que lui aussi, il souhaite être là pour un troisième mandat. Si c'est un homme digne, il sera juste. Parce que ce que les Togolais cherchent au niveau des médiateurs, c'est quoi? Ils veulent des médiateurs qui sont neutres. Ils ne souhaitent pas avoir des gens qui viennent supporter l'opposition ou bien qui viennent supporter le régime en place. Non, 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 non. Nous voulons l'équité. Aujourd'hui, l'opposition togolaise, le peuple togolais n'ont pas besoin, c'est-à-dire que d'un médiateur qui est partial pour gagner les débats. Parce que tout est là. Vous voyez? Tout est là. On n'a pas besoin de ça. Nous, on veut que les gens viennent nous dire ce qu'il y a objectivement. Et les débats sont lancés et on verra qui a tort, qui a raison. C'est tout. Alors, bon, cette histoire selon laquelle M. Akufo-Addo ne pourra pas être juste, tout ça là, moi j'ai regardé M. Akufo-Addo dans les yeux. Vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu en lui un homme sincère et honnête. Et je sais que si on lui laisse le temps, il va conduire ce dialogue-là avec sagesse et il va chercher à préserver sa dignité. C'est ça qui importe. Être homme, ce n'est pas être grand comme ce bâtiment-là. C'est savoir défendre sa dignité. Parce que là, à partir du moment où l'homme perd sa dignité, il cesse d'être homme. Et là, il n'y a pas pire tragédie qu'un homme sans dignité. Je m'arrête là pour le moment. Merci, professeur. Monsieur Yves Kenao, je crois que nous avons parlé de l'indisponibilité du président ghanéen, mais tout juste après ceci, nous avons vu le président assister à une réunion du franc CFA et il y a été dit aussi que le président ghanéen ira en France pour croiser Macron. Est-ce que nous avons réellement affaire à un dialogue qui va aboutir ou bien un dialogue où il y aura un forçat et dans ce forçat, que vous le voulez ou pas, déjà le référendum est mis en place et va obliger le président Faure de s'imposer au pouvoir? En tout cas, je ne sais pas s'il y aura du forçat ou si le président, pour amener le président Faure à organiser un référendum. Mais ce que je sais que les Togolais ne se sont pas réunis par leur propre volonté. Ça, je le sais. Ça, je peux le dire avec. Mais est-ce que vous voyez que l'opposition, parce que vous êtes en train de dire ça, l'opposition en elle-même, qui a eu une opposition qui doit... Pourquoi je le dis? Parce qu'en fait, les deux ne veulent jamais se parler. Mais comme vous avez dit, le Ghanéen va se rendre où? À Paris. À Paris, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça voudrait dire que... Je crois qu'on a un coup de fil rapidement. Voilà. Allô, bonjour monsieur. Allô. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous voulez intervenir? Oui, merci, oui, je vais intervenir, merci. Comment vous appelez? Mon nom c'est Camille, j'appelle de Colorado. Monsieur Camille, je crois que bon, vous avez l'antenne, vous pouvez intervenir. Soyez la bienvenue surtout. Oh, normalement, je suis en train de suivre en direct, mais je n'ai pas le volume ici, donc je ne connais pas tout juste le call sur lequel vous... D'accord. Je crois que, comme vous êtes là, on parle du dialogue, le dialogue inter-togolais, un dialogue qui a été repoussé à une date ultérieure. Est-ce que nous pensons réellement que c'est un dialogue qui peut aboutir et amener le Togo quand même à des accords où le Togolais peut maintenant être fier de ne plus se manifester et avoir le résultat escompté? Moi, ce que je pense de ce dialogue, je ne vois pas que ce dialogue va donner une réponse à ce que le peuple togolais veut, parce que on en avait fait autant, mais ça n'a donné aucun résultat. Je ne sais pas si c'est maintenant l'intervention du président ghanéen qui va changer quelque chose, parce qu'on connaît déjà les gens avec qui on est en train de traiter. Et puis bon, maintenant que les choses sont un peu plus différentes qu'avant,
moi je vois que la diaspora doit jouer plus de rôle que ce qui se passe maintenant. Comment? Parce que le problème se voit déjà que le problème n'est pas seulement au niveau du régime au pouvoir. Le problème vient de la France. Il faut qu'on appelle les choses par leur nom. Donc maintenant, ce problème avec la France doit être une lutte générale africaine, c'est-à-dire la diaspora mondiale doit s'organiser et chercher à rencontrer les présidents africains qui sont dans le même panier et essayer de les faire comprendre qu'on ne peut pas se laisser contrôler par la France parce qu'on ne peut pas mentir que le président Faure est venu au pouvoir pour venir détruire le pays, mais une fois assis là-bas et entouré des mêmes personnes, il n'a plus le choix que de suivre ce qu'ils disent. Donc si on n'attaque pas les problèmes à la source, ça ne va rien changer, moi je vois, ça ne va rien changer, même si Faure accepte tout ce que le dialogue la demande aujourd'hui et qu'il quitte le pouvoir, notre s'assoit sur le même problème, ça ne va rien changer pour la population. Ça ne va rien changer. Donc il faut attaquer le problème à la source pour arriver là où on veut arriver. Sinon, moi je ne vois pas que ça va changer quelque chose. On a vu des présidents qui veulent opposer au système français, ce qui sont devenus aujourd'hui. La Côte d'Ivoire en est un exemple là-bas. Donc, si un seul président se lève pour le faire, ça ne va jamais changer. Donc, il faut que tout ensemble, on s'attaque au problème pour en finir une fois pour de bon. Ce serait ma proposition, ou bien ma suggestion. Le dialogue là, ça peut donner un fruit, mais est-ce que ça va durer? C'est sûr que non, ça ne va pas durer. Donc, c'est ce que j'ai amené à la table pour le moment. Merci. D'accord, merci Camille. Je crois que vous pouvez appeler, vous pouvez toujours appeler. Voilà. Monsieur Kenao, je crois que vous avez la parole parce que vous étiez en train de continuer. Pour tous ceux qui vont nous appeler, je crois que vous allez quand même attendre pour que ceux qui prennent la parole puissent finir. Allez-y, monsieur Kenao. Voilà, c'est ce que je disais. Je disais que bon, déjà le président ghanéen doit aller rendre compte de la mission qu'on lui a confiée. Et après, maintenant, la France va revoir les choses. Et quand la France sera prête, elle va leur dire, allez discuter à telle date. Et c'est ensuite, quand vous nous annoncez que les deux parties ont décidé de se retrouver à telle date, je vous dis que c'est ça qui... Donc, vous avez dit les deux parties ont décidé de se retrouver à telle date. Mais on ne dira pas que Paris a dit aux deux parties d'aller à telle date. Mais on vous dira que les deux parties, avec le félicitateur ghanéen, les deux parties, l'opposition, le parti au pouvoir, ont décidé de se rencontrer à tel jour pour reprendre le dialogue. Et c'est ça, j'ai dit, si vous voulez, à nous Africains, si je veux parler à un Togolais, que quelqu'un ne me dise pas d'aller parler à ce Togolais-là. Que je sente le besoin de lui parler. Que je trouve la nécessité de lui parler. Mais si les oppositions et les partis au pouvoir et les gouvernements en Afrique se rencontrent parce que quelqu'un leur a dit de se rencontrer, on ne va jamais s'en sortir. Cela nous revient à dire que ce dialogue, qui a demandé ce dialogue? Ça ne serait pas l'opposition qui a demandé ce dialogue. Ça ne serait pas la population togolaise qui a demandé ce dialogue. Ça ne serait même pas le gouvernement qui a demandé ce dialogue. Mais c'est ce que les gens appellent communauté internationale. Que moi j'appelle ancien ordre mondial qui a demandé cela. C'est pourquoi on demande, est-ce que c'est un vrai dialogue ou bien un vrai faux dialogue? Je dis, est-ce un échec ou c'est un faux pas? Des deux côtés, je vous dis que les Togolais n'avaient pas voulu se rencontrer. Point tiré. S'ils avaient voulu se rencontrer, on n'aurait pas un médiateur,
on ne devrait même pas arriver à 2 ou 3 jours. Parce que dès le début de la crise, les Togolais devraient aller se parler. Et dire, ok, entre nous, c'est entre nous, nous sommes du même pays, nous avons les mêmes intérêts. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout le monde soit satisfait? Ils allaient trouver la réponse là, dès la première manifestation. Mais ça n'a pas été le cas. Ça a duré, report sur report. Et aujourd'hui, on nous parle. Alors que quand les gens allaient à ce dialogue, ils savaient que ça allait échouer. Mais ils sont allés. Ils savaient tous que ça allait échouer. Mais ils sont allés. Mais pour le moment, on ne peut pas parler d'échec parce que on dit le dialogue a été lancé à une date ultérieure. Ça veut dire que nous attendons encore cette date. Non, je ramène les choses terre à terre. Disons que nous sommes à une phase de finale de la CAF. De la CAN. À une phase de finale. On fait l'ouverture de la CAN. Et après 2 matchs, on vous dit que la CAN est suspendue. Vous appelez ça succès? Vous allez appeler ça succès? Mais c'est un échec. Ici, c'est un autre problème parce que le cas que vous posez, nous comprenons. C'est un échec. On comprend. C'est les spectateurs, les supporters, c'est la population togolaise. Toute la population togolaise avait un espoir. Pour la population togolaise, c'est ça, la clé de la réussite, la clé pour sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes. Vous comprenez? Et 2 jours après, 1 jour et demi ou 2 jours, on nous dit qu'on suspend ça. Est-ce que ceux-là qui ont suspendu ça, est-ce qu'ils avaient l'intérêt général de toute la population togolaise derrière? Est-ce qu'ils savaient que cette suspension voudrait dire directement la multiplication des souffrances d'un peuple entier? Est-ce qu'ils savaient ça? Alors, quand ils savaient qu'ils ne pouvaient pas finir, ne commencez jamais ce que vous n'allez pas finir. Hein? Quand ils savaient qu'ils n'allaient pas finir, pourquoi même ils ont suscité un espoir au sein de tout un peuple? Pourquoi? C'est là que moi je dis qu'on cesse de jouer avec les sentiments d'un peuple. Qu'on cesse. Si vous ne pouvez pas le faire, dites au peuple, on ne peut pas le faire. Le peuple peut prendre sa responsabilité. Vous acceptez ou vous rejetez. Mais ne laissez pas certains petits enfants vous trimballer tout un continent, trimballer tout un peuple sous prétexte qu'ils sont vos maîtres. Non. Moi je le dis sincèrement. Si les Africains ne cessent pas de croire que c'est quelqu'un de l'extérieur du continent africain qui peut les faire s'asseoir et parler, là, inutile qu'on négocie. Hein. Je m'arrête là. D'accord. Je crois que le dialogue, ce n'est pas pour le moment un échec. Ça va continuer. Donnez-moi la preuve que ce n'est pas un échec. Voilà. Monsieur Serge, montrez-moi que c'est... Prouvez-moi que ce n'est pas un échec. Puisque on dit que le dialogue est reporté à une date ultérieure. Reporter un dialogue, c'est un échec déjà. Voilà. Donc, pour le moment, on ne peut pas dire que c'est un échec. On peut dire qu'on attend à cette date-là. Maintenant, si la date tend vers au moins 1 mois, en ce moment, je reviendrai à vous pour dire que Nao, vous avez peut-être raison. Ok. Voilà. Alors, le professeur, je crois que on a imposé ce dialogue et juste après ce dialogue, les manifestations n'ont plus repris. On attend la fin de ce dialogue pour que les manifestations reprennent. Est-ce que ce n'est pas une manière de faire retarder les manifestations pour que le régime en place puisse avoir du temps pour mieux affûter ses armes et faire valoir ce qui n'est pas de droit, monsieur le professeur? Moi, je dirais tout simplement ce que mon oncle m'a toujours dit, que quand quelqu'un refuse d'aller au champ le jour du marché, il sera obligé d'y aller le jour de la fête. C'est-à-dire que le régime a beau retarder, n'est-ce pas, les manifestations qui vont conduire à son échec ou bien à sa chute. Un jour, les manifestations reprendront et que ce que nous voulons aura lieu. C'est-à-dire que le changement, l'alternance politique que nous souhaitons de tous nos peuples aura bel et bien lieu au Togo. Ça, c'est dès qu'une affaire de temps.
Vous voyez? Donc, ils ont beau trouver des moyens pour appeler à des simulacres de dialogue, sachant eux-mêmes que nous allons là-bas pour nous jouer d'eux, pour les rouler dans la farine, mais un jour, il y aura sa fin. Un jour, tout cela aura une fin, parce qu'il n'y a jamais eu de conditions permanentes dans la vie. Vous pouvez être rusé aujourd'hui, mais demain, c'est votre ruse là même qui va vous faire chuter. Et je sais que, quelles que soient les intentions des tenants du régime, pensant que nous allons les jouer à l'usure, ils vont se fatiguer et bon, ils vont se calmer. Vous voyez, je pense que nous avons déjà franchi le Rubicon. Comme le disait Churchill, the die has been cast. The Rubicon has been crossed. There is no turning back. Nous sommes là maintenant et je pense que tous les Togolais, avec qui nous parlons, nous disent qu'il n'y a pas de position possible derrière. C'est en avant seulement. Donc ils disent que même si les gens veulent retourner en arrière, il n'y a pas d'espace. C'est déjà bloqué. Les gens sont obligés d'aller vers l'avant. C'est pourquoi je vais dire que, quels que soient les cas, que le régime l'écrive bien et note ça clairement quelque part. Cette fois-ci, il n'y aura pas d'arrêt. Cette fois-ci, il n'y aura pas de suspension ou bien de démission tant que ce que le peuple veut n'est pas donné. C'est-à-dire le retour de la Constitution de 1992, votée à plus de 97% par les Togolais. Alors, ils peuvent jouer comme ils veulent. Tout ça, là, nous, on est habitués, ça nous amuse. Et comme je l'ai dit, lorsqu'un enfant dit que « Maman, vous n'allez pas dormir cette nuit », il faut que l'enfant aussi s'apprête à veiller ensemble avec maman. Nous sommes avec le RPT, c'est ce qui va se passer. Ils n'auront jamais de tranquillité. Depuis le 19 août, on l'a dit, et plus jamais, ils ne pourront plus jamais gouverner le Togo comme ils l'ont fait avant le 19 août. Ça, c'est une certitude. Je vous remercie. Monsieur le professeur, vous n'allez pas partir. Si jamais le dialogue n'a pas continué et que plus tard, on nous amène pour dire que on va aller au référendum. Nous allons aller au référendum. Je veux parler d'un passage forcé. Parce que croyez-vous que cela va arriver? Ce n'est pas une prophétie, mais on vous amène au référendum. Qu'est-ce que l'opposition en face va faire? Vous voyez, la constitution de 1992 du Togo est claire là-dessus. C'est-à-dire que le tout Togolais a le droit de s'opposer, de quelque manière que ce soit, à un régime tyrannique qui veut s'imposer par la force en appelant à des élections ou bien à des trucs truqués. Et moi, je pense que le peuple togolais est là comme un lion blessé. Il attend. Je lance d'ailleurs un défi au RPT. Ils n'ont qu'à aller organiser le référendum. Ils n'ont qu'à oser organiser le référendum. Ça, c'est un défi et je mesure mes mots. Ils n'ont qu'à essayer d'organiser un référendum dans les conditions actuelles. Ils n'ont qu'à oser. D'accord. Le professeur. Je veux que ce message arrive à tous ceux-là qui se donnent de ces conseils-là. Parce que vous savez, le RPT unir, parce que vous m'excusez, je dis toujours RPT parce que c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Il n'y a pas de différence. Ce régime, c'est un régime radical et qu'on ne peut pas combattre ce régime-là en étant modéré. C'est pourquoi je demande d'ailleurs au peuple togolais de se radicaliser dans cette lutte. Parce que, quelque part, l'ancien président des États-Unis, Reagan, a dit que l'extrémisme dans le combat pour la justice n'est pas un vice. Et la modération dans le combat pour la justice n'est pas une vertu. Nous adoptons cette citation-là et nous voulons que les Togolais sachent que lorsque vous poursuivez une noble tâche, vous poursuivez une vertu, la justice comme une vertu, il faut être extrémiste parce que vous y croyez. Vous n'êtes pas en train de commettre un crime. Parce que nous sommes en face, nous avons en face de nous des gens qui sont des radicaux, il faut être radical pour les combattre. Et moi, je pense qu'il faut que le peuple togolais durcisse sa position
par rapport au RPT uni, afin qu'on puisse les amener à comprendre qu'on ne peut pas faire le forcing devant tout un peuple. Alors, je dis que nous allons voir là où le référendum va s'organiser. Et je précise bien, nous n'avons pas de couteau, on n'a pas de massue, encore moins des fusils. Mais nous avons notre unité. La force des faibles, quand les faibles viennent ensemble, ça fait une force qui peut se tenir devant un tyran et amener ce tyran-là à s'agenouiller devant le peuple togolais. Et nous allons le faire. Ça, c'est une promesse. Nous le ferons de l'extérieur. Les Togolais de l'intérieur le feront. Ça, soyez-en sûrs. D'accord, merci, professeur. Monsieur Credo. Oui. Emmanuel Credo. Oui, je suis là. Voilà. Je crois que, Emmanuel Credo, vous avez entendu M. Kenao, vous avez entendu celui qui a appelé au téléphone, M. Camille, vous avez entendu aussi le professeur. Je crois que vous avez quelque chose à dire avant que je ne vous pose une autre question. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? J'ai quelque chose à dire. Et sur le dialogue qui vient de commencer cette semaine, ce n'était même pas une proposition de l'opposition. Ce n'était pas le vœu de l'opposition. C'était une proposition du gouvernement. Et cette proposition, c'était pour repasser à la vieille tactique où on entraîne les gens, on dit venons parler, et puis on parle, on prend des décisions, et puis les décisions sont mises dans les tiroirs. Personne ne les exécute. Normalement, avant qu'on ne propose ce dialogue, leur intention était de vouloir organiser un référendum. Et c'est leur terrain le plus fort, parce qu'ils savent qu'en organisant un référendum dans des situations actuelles où les fichiers, tout ce qu'il y a comme données peuvent être truqués, ils vont gagner ces référendums avant même que les référendums ont fait lieu. Donc on le sait. Donc ce dialogue, l'opposition a été entraînée dedans. Mais pour ne pas toujours pratiquer la politique de la chaise vide, l'opposition a dit voilà, on va participer au dialogue. Mais on tiendra il faut qu'on soit sûr que nos conditions, nos revendications soient analysées au cours de ce dialogue. Est-ce que vous savez les raisons vraiment pour lesquelles ce dialogue a été ajourné? C'est parce que d'abord, quand ils ont passé au premier sujet, qui est les conditions d'apaisement, c'est-à-dire à libérer des gens qui n'ont commis aucun crime. On brûle les marchés deux grands marchés du Togo ont été brûlés. On arrête des gens comme depuis 5 ans, on n'a pas présenté devant un juge pour juger. Comment peut vous arrêter? Comment vous être sans jugement pendant 5 ans? Maintenant, on commence les manifestations, on arrête les gens de gauche à droite parce qu'ils ont juste revendiqué un peu plus de liberté pour être pour que le Togo soit dans une démocratie. On les arrête. Maintenant, on prend ces gens comme otages. On fait une liste de 103 ou 105 personnes, on libère 45 et on dit que les autres, on verra. Quand il y a eu la reprise, le vendredi, et la deuxième question sur laquelle ils ont aussi se sont attardés, c'est les questions constitutionnelles, où ils peuvent voir et discuter du retour de la Constitution de 1992. Le régime en place ne veut pas toucher à cette question. Parce que pour eux, cette question, il n'y a pas... dès qu'on en parle, s'il faut revenir à la Constitution de 1992, il faut que le compteur soit mis à zéro pour que ça puisse se représenter. Donc c'est comme s'il n'avait jamais été président. Il se représente en 2020 et en 2025, donc il peut avoir encore 10 ans. Donc ce sont ces deux raisons qui ont fait le blocage. Et en plus,
il est resté dans son bunker. Le président ghanéen est parti le voir et il lui a aussi posé la question de son frère. La question de son frère. Et sur la Kwacha, son cas a été amené devant la cour de la CEDEAO, qui a décidé que Kwacha et ses co-détenus ont été arbitrairement jugés et emprisonnés. On a demandé au gouvernement togolais de payer des dommages et intérêts de 535 millions de dollars. Le gouvernement togolais a payé cette amende. Et on était dit de remettre les détenus là où ils étaient, ou à leur position de départ. On ne les a pas libérés. Maintenant, on libère certains co-détenus de Kwacha et on garde toujours Kwacha. Kwacha est un prisonnier personnel de Fon-Niafide qui croit qu'en le libérant, le problème qu'il a causé dans sa famille, parce qu'on parle de famille Niafide, la famille est disloquée. Si on les met dans un deux camps, ils vont se couper des machettes. Ils vont se couper en morceaux comme des machettes. Donc, en sachant que Kwacha est ma proie, il ne veut pas le laisser et il joue sur l'armée pour pouvoir garder Kwacha comme rançon, et plus il durera, et il va continuer par régner, plus Kwacha moisira là-bas, et plus il entraînera le parti RPT à ne pas discuter de la constitution de 92, à moins que le compteur soit mis à zéro. Ce que je vais vous dire, c'est qu'ils ont fait de faux calculs. Parce que le Togo, quel que soit le 28e ou 27e rencontre qu'ils sont en train de faire, le Togolais est debout. Les yeux de ces Togolais se sont levés. Ils se sont dit, 50 ans, ça suffit. Si vous voulez nous mitrailler, mitraillez-nous. Mais même s'ils font le forcing pour organiser des référendums bidons, s'ils font le forcing pour que la force se représente en 2020, Faure ne pourra plus gouverner le Togo comme il était. Il ne pourra plus gouverner le Togo. Donc, sachant que le dialogue était une proposition pour voir si l'opposition devait l'accepter, on l'accepte et ils veulent d'ailleurs cafouer le dialogue et pouvoir aller à l'étape de organisation des référendums. Ça ne va pas passer. Même s'ils font le forcing, le peuple sera dans la rue et le peuple sera ingouvernable. Je m'arrête pour l'instant. D'accord. Merci Clodo. Je crois que vous n'allez pas vous arrêter. Vous connaissez l'homme aujourd'hui qui dirige l'armée, parce que vous êtes un doyen de l'armée. Vous le connaissez, Monsieur Félix Abalo Kadanga. Il a été nommé, il est en même temps général et il est en même temps chef d'état-major. Celui qui dirige toutes les opérations aujourd'hui dans l'armée. De nos sources, des informations, nous avons vu, sinon nous avons su que ce monsieur, en entretenant des milices, je dis bien, je pèse mon mot, ce sont ces milices-là qui sont payées et aujourd'hui mettent de l'or, sinon contrôlent l'armée. Sinon, l'armée en elle-même, elle n'est pas en elle-même. Est-ce que, parce que vous êtes comment on appelle, de la maison, est-ce que vous connaissez mieux ce monsieur? Parce qu'on a tendance à accuser l'armée, alors que l'armée, aujourd'hui, on devait quand même l'amener réellement à essayer d'être dans sa peau, parce qu'elle n'est pas réellement dans sa peau. Elle ne reçoit elle n'a pas de salaire et elle est là, mais les milices qui sont là avec des véhicules banalisés, des motos sans identification, qui sont payés pour réellement commettre le forfait. Et tout ceci, l'armée est accusée. Puisque vous êtes de la maison, est-ce que
Vous pouvez nous dire réellement qui est ce monsieur? Félix Abalo Katanga. Oui, avant de répondre à votre question, au cours de l'une de vos émissions, vous avez posé une question. Comment le Togo pourra retrouver sa souveraineté de cette armée? Et cette question, elle est encore valable aujourd'hui. La souveraineté, le Togo n'a pas de... Et la souveraineté du Togo est dans la main de l'armée. Mais une armée où le groupuscule, il y a un groupuscule à la tête qui détient le pouvoir. Je vais vous donner un exemple. Ce que Katanga oublie aujourd'hui, c'est qu'il va faire le zèle, mais si son temps passe, il subira le même sort que les autres qui ont passé avant lui ont subi. Je m'explique. Il y a eu un temps, quand Eyadema a laissé un peu de place pour que les gens occupent des fonctions, il a nommé, il n'était plus ministre de la Défense, il a nommé un autre ministre de la Défense qui a été Tidjani, et en 1998, le ministre de l'Intérieur, c'était le général Seyi Memem, qui est de la même ville que Tiki Ataldam. En 1998, c'est Seyi Memem qui a remis la victoire à Eyadema. En 2005, quand en une seule nuit, ils ont fait tout le remue-ménage pour faire porter au pouvoir le général Tidjani, le général Nandja Zakari, qui était le chef d'état-major des généraux des armées, ce sont eux qui ont remis le pouvoir à Fort Nasingé. Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? En 2009, Fort a accusé Tidjani d'être en complicité avec son frère Pacha. Tidjani a été arrêté, emprisonné, empoisonné, envoyé en France. Il est mort. Tidjani a passé toute sa vie à défendre les couleurs du Togo. Quand il est mort, il a refusé qu'on ne l'enterre pas au Togo. On l'a ramené dans le pays d'origine de ses parents, qui est le Nigeria. Zakari Nandja a été mis hors de service. On lui a donné une fonction de ministre des Eaux et après, on lui a mis à la retraite. Quand en 2009, on voulait accuser et le truc de Pacha a commencé, c'est Félix Katanga qui commandait en ce temps la fille de la force d'intervention rapide, qui est parti sur Pacha pour le terminer. Ils sont partis pour le terminer parce que des feux nourris ont été faits et sont allumés sur la maison de Pacha. C'est le frère de Pacha, un autre colonel qui s'appelle Rock, qui est venu, qui a pu arrêter Félix Katanga pour ne pas commettre son fait. Et le lendemain, c'est le même Félix Katanga qui était à l'origine de l'arrestation de Pacha quand il voulait aller se réfugier à l'ambassade des États-Unis. À la justice, c'est ce même Félix Katanga qui a déjà pris position avec Fort, qui est venu témoigner contre la Pacha, pour qui il est devenu un chien et chat. Rappelez-vous, Pacha et Fort sont de même père. Félix a pris le côté de Fort et il est venu témoigner contre Pacha. On a mis Pacha en prison. Donc, en tant que beau-frère, et lui, aujourd'hui, en tant que chef d'état-major, Félix Katanga, je l'ai vu revenir, et là, quand j'ai vu ses débuts. Aujourd'hui, ce groupuscule d'officiers, bien sûr, les milices dont vous parlez, ils sont payés, ils contrôlent beaucoup de choses, mais ils sont alimentés par quelqu'un.
les groupuscules d'officiers, le salaire qu'ils prennent, ce n'est pas le salaire qu'on leur remet en tant qu'officier. C'est les enveloppes qu'ils prennent en dessous de la table pour garder le pouvoir. Quand on pille le Togo, ils ont la part du gâteau. Et comme ça, ce pouvoir, s'il s'en va, leur gâteau s'en va. Donc, ils sont prêts à mourir pour que Pacha meurt au pouvoir comme son père l'a fait. Donc, je vous le dis encore, ce qu'on oublie, il s'accroche. Félix Kantaga suivra le même sort que les autres, ce que les autres ont suivi. Mais ceux qui ont servi Pacha, ceux qui lui ont donné le pouvoir, ils ne sont plus là aujourd'hui. Ils les ont tous balayés. Et Katanga, il est aujourd'hui au-dessus de la mêlée. Mais je ne crois pas qu'avec Fort, il y a une garantie. Donc, il y a une chose, tout ce qu'on dit aujourd'hui, le problème togolais est plus militaire que politique. Si le problème togolais était que politique, on aurait déjà fini. C'est la force qu'on utilise pour bâillonner, garantir le pouvoir à Fort Gnassingbé. Donc, il y a une chose, il ne faut pas qu'on se trompe d'adversaire. Il faut appeler un chat et une souris. L'armée togolaise, c'est elle qui est la cause de la crise togolaise et c'est elle qui fait que cette crise perdure et perdurera si on continue dans la même direction. Je m'arrête pour l'instant. D'accord. Credo, avant de passer au professeur, je crois que M. Kenao, vous avez attendu M. Credo parce qu'aujourd'hui, le mal de la population togolaise, sinon de ce que nous connaissons au Togo, c'est l'armée. Et réellement, il faut connaître cette armée. Qui gouverne, qui réellement contrôle cette armée? M. Credo, je lui ai posé une question, il a quand même fait un détour. Je sais que vous allez dire quelque chose, mais à côté de cela, vous n'êtes pas sans savoir que récemment, sinon dans comme on appelle dans les jours passés, vous avez attendu que M. Gilbert Bawara s'est rendu en France. Nos informations nous stipulent qu'il est parti avec près de 10 à 40 milliards de nos francs pour réellement acheter les consciences de la diaspora togolaise en Europe et même aller à la communauté internationale. Si jamais quelque chose se passe au niveau du Togo, déjà ils sont avertis, déjà les conseils sont achetés, donc ils vont se remettre pour réellement maintenir le président en place là où il est. Monsieur Kenao, est-ce que on revient encore à ce dialogue où on dit qu'on a de l'espoir parce que c'est un dialogue et que les Togolais vont se retrouver? Nous espérons tout de suite que le dialogue a lieu. Les gens arrivent, que le dialogue a lieu, M. Kenao. Les accords qui ont été décidés, on les met normalement en place et on les applique. Est-ce que vous croyez que M. Faure Gnassingbé, qui est aujourd'hui là, peut réellement quitter le pouvoir avec toutes ces machinations, j'ai dit bien toutes ces machinations, et nos sources encore nous disent que M. Yadma, avant de mourir, a confié Faure à Sassou Nguesso, qui est d'origine béninoise, et a confié aussi Faure à Kagame. Parce que vous avez vu que M. Kagame, voilà, d'origine béninoise, parce qu'on va pas vous dire. Alors, M. Kenao, avec toute cette machination, est-ce que vous croyez que le Togolais aujourd'hui qui souffre pour avoir des accords ou bien pour sortir de cette crise, est-ce qu'elle va sortir de cette crise quand on sait que Faure, il va rester au pouvoir jusqu'à la mort? Tu sais, Serge, il y a plusieurs façons de voir les choses. Certaines personnes continuent par croire, se disent que le peuple africain existe et c'est le peuple qui fait les choses.
D'autres disent que tout se fait par la communauté internationale. Et que le peuple, lui, il est là pour participer à la danse. Je pense que moi, Yves Kenao, je me situe dans la deuxième catégorie. Quelle est cette catégorie? C'est cette catégorie-là qui pense que tout se fait en Afrique. Je dis bien en Afrique, sans exception aucune. Par l'extérieur et pour l'intérieur africain. Je vous donne tout simplement le cas du Burkina Faso. On nous dit que c'est une révolution au Burkina Faso. Où était le peuple burkinabé durant 26 ans? Où était le peuple burkinabé pour qu'on puisse venir enlever Blaise Compaoré et le faire passer? Ça passe. Prenez le cas de l'Égypte. Quand le vrai peuple égyptien a voulu réagir, quand on avait renversé un président démocratiquement élu, le président, le candidat de... enfin, moi je les appelle Brother Woods, le parti de choses du président renversé, élu démocratiquement, renversé par les militaires. Quand le peuple, le vrai peuple égyptien s'est levé, on l'a maté, on les a écrasés comme de petits poussins. Personne n'a parlé. Personne. Et jusqu'à présent, le peuple existait ne sort plus. Ça, c'est tu. C'est pour te dire que si tout l'extérieur, si l'ancien ordre mondial décide que force soit au pouvoir, il sera au pouvoir. Les Togolais vont rentrer, tout ce qui se passe à Lomé là, ça va rentrer à l'ordre. Si l'ordre international, si la masse là, les décideurs de ce monde décident que force soit au pouvoir, c'est une triste réalité que les Togolais ne veulent pas entendre. Mais s'ils décident, le calme va régner au Togo. Puisque ceux-là même qui parlent aux gens, l'extérieur même va exercer des pressions sur eux. Et ça se fait pas à partir des ambassades. Donc je dis que tout ce qui se passe au Togo, le Togolais participe, mais il ne sait pas comment ça se fait. Lui, il participe seulement. Si aujourd'hui Paris, Washington, Londres, Berlin décident, tout ce que nous disons ici, vous allez voir que d'une manière ou d'une autre, les élections auront lieu et les gens vont dire que oui, oh, on est d'accord sur ceci. Et ça s'arrête là. Donc, tout dépendra de l'extérieur, pas de n'importe quel extérieur, des décideurs. Et je vous dis que tout ceci se fait même au sein de l'ONU. Même au sein de l'ONU. Donc ça veut dire que le Togo a une longue, non seulement histoire, mais une longue route à parcourir pour arriver à ce résultat escompté. Et c'est la même chose qui, si les responsables décident que Ford parte avant minuit de chez nous ici, on va t'annoncer que Ford n'est plus au pouvoir. Tout simplement. Si cela décide qu'il parte, jusqu'avant minuit, on va nous dire ici qu'il est parti, qu'il n'est plus président. C'est ça, il y a les deux quoi. Mais aujourd'hui, la diaspora est rentrée dans cette danse. La diaspora, oublie-moi ça, c'est ce que je vous dis. La diaspora travaille avec les ambassades des États-Unis. Mais on a le coordinateur de la diaspora qui est là. Je dis, la diaspora travaille avec les ambassades des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, de tout cela. C'est eux-mêmes qui leur fournissent des informations. C'est eux qui les protègent. Mais c'est les mêmes personnes qui vont leur dire, arrêtez-nous ça. Prenez ceci et puis taisez-vous. D'accord, arrêtez-vous là, parce que vous êtes en train de parler de quelque chose d'important. On va aller directement, rapidement sur le professeur. Moi je dis réellement ce qui se passe. Voilà. Monsieur décide que Ford parte, Ford ne va pas finir cette journée-là. On va nous dire qu'il n'est plus président. C'est que ça va se passer, on va nous dire qu'il n'est pas président. Le professeur, alors, vous êtes en tout cas l'homme qui coordonne la diaspora, et la diaspora elle est vivante, parce que depuis un certain moment on ne voyait pas cette diaspora togolaise, mais aujourd'hui on a vu qu'il y a eu un effort, comme l'a dit M. Kenao. Si
l'extérieur décide que Faure reste au pouvoir, quoi qu'il en soit, il va rester au pouvoir parce que c'est eux qui mettent Faure au pouvoir, c'est eux qui décident. Mais aujourd'hui, il y a eu quand même une naissance de la diaspora. En tant que telle, est-ce que cette diaspora pourrait quand même venir à bout du souffle pour dire quoi que les décideurs décident, la diaspora pourra quand même aider pour que Faure Gnassingbé ne soit plus là où il est, parce que c'est la diaspora aujourd'hui sur laquelle les Togolais comptent aujourd'hui. Monsieur le professeur, est-ce que vous êtes prêt? J'aurais souhaité avoir quelques éclaircissements par rapport à ce que M. Yves Kenawa a dit. Je pense que Yves Kenawa dit que la diaspora travaille avec les ambassades et que il travaille avec les ambassades dans quel sens? Dans le sens où les ambassades peuvent demander ou bien convaincre la diaspora de se taire ou bien je ne sais pas. Il faut non, il n'a pas dit que la diaspora travaille avec les ambassades, il n'a pas dit ça. Non, c'est-à-dire que histoire de protection de la diaspora quand elle travaille au niveau des droits de l'homme, au niveau du voyage dans les pays d'origine, tout ça là. C'est de ça que je parle. Ouais, non, c'est pourquoi j'ai voulu la clarification, parce que quand tu n'entends pas quelque chose, il faut demander. Voilà, c'est de ça que je parle. Non. Donc, ce que moi je vais dire, moi je pense que le rôle que joue la diaspora aujourd'hui, c'est un rôle capital. Vous savez, il y a quelque chose qu'on appelle effet boomerang en matière même de rhétorique ou bien de science. La diaspora qui est en train de se poser en sauveur du Togo aujourd'hui, cette diaspora a été forcée à partir du Togo par le même régime dont nous parlons aujourd'hui. Pour eux, c'était un bon débarras, allez-vous-en, vous nous gênez, vous nous dérangez. Aujourd'hui, nous sommes devenus leur trouille. On leur donne la trouille aujourd'hui parce que nous sommes sortis, on a vu que ce n'est pas comme ça qu'on gouverne les pays. Et nous avons voulu apporter notre savoir-faire, ce que nous avons appris, ce que nous avons observé, et utiliser ça pour aider notre peuple à s'affranchir de l'oppression qui dure depuis 50 ans. Vous savez, je souscris à l'argument selon lequel oui, l'extérieur a un poids toujours, c'est l'extérieur qui décide. Je n'en disconviens pas. Vous savez, le 27 septembre 1958, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose d'historique en Afrique. Lorsque De Gaulle a entrepris sa tournée pour parler de sa communauté française, il est allé où? En Guinée de Sékou Touré. Ouais. Notez bien, le 7 septembre 1958. Qu'est-ce que Ahmed Sékou Touré a répondu lorsque De Gaulle a voulu dire à Ahmed Sékou Touré que vous voyez, vous les Africains, nous sommes nos amis et vous êtes nos amis. Continuons pas, nous allons créer une communauté ensemble et nous allons vous aider, on va vivre ensemble comme des frères. Vous savez ce qu'Ahmed Sékou Touré a dit? Et nous préférons la liberté dans la pauvreté que l'esclavage dans l'opulence. Ces 4, disons, phrases, je vais dire, ont donné à toute l'Afrique, à l'Afrique entière, son indépendance. C'est-à-dire que la confiance, l'assurance que la France avait en venant en Afrique en 1958 a été totalement déçus. Ils ont été déboulonnés et ils sont tombés là. Donc moi j'appelle tous les panafricanistes à aujourd'hui se lever comme un seul homme pour encore saluer la Guinée et Sékou Touré, comme quoi ce qu'il a fait, c'est ça qui a balisé la voie pour les indépendances en Afrique. On a pu le faire malgré la réticence des Blancs. Je vous dis bien, malgré la réticence. Vous pensez que les indépendances ont été acquises parce que les Blancs voulaient? Non. Ils y avaient été forcés. Il n'y avait plus autre chose que de donner l'indépendance et de partir. Moi, je sais que c'est aux Togolais de faire comprendre à ceux-là qui soutiennent de part et d'autre que lorsque nous avons dit non,
on a dit non et que nous n'allons plus reculer. Vous voyez? Donc, je ne refuse pas qu'ils tiennent toujours ça et ils peuvent faire changer tout. Mais nous voulons les amener à prendre cette décision. Parce que lorsqu'ils seront acculés, ils finiront par le faire. Ils ont déjà lâché des dictateurs et ce n'est pas fort qu'ils ne vont pas lâcher. Ce n'est pas on ne leur demande pas quelque chose de surnaturel, non. Il s'agit des intérêts. Et lorsque nous allons commencer par démontrer que cela n'est pas normal et que nous ne pouvons plus accepter cette tricherie, cela va cesser. Car, dit-on, dès l'instant que l'esclave refuse, n'est-ce pas, l'esclave décide d'assumer sa révolte, ses chaînes tombent. Moi, je pense que le peuple africain, et en particulier le peuple togolais, a refusé dès aujourd'hui, depuis le 19 août, il a refusé de porter ses chaînes et il a décidé d'assumer sa révolte. C'est pourquoi les gens sont dans la rue. Moi, je pense que les capitales occidentales qui ne comprennent pas que le Togolais est maintenant prêt à aller jusqu'au bout, déchantera. Parce que je pense que nous irons jusqu'au bout et que ces soutiens-là finiront par retirer ces soutiens-là et nous pourrons faire ce que nous... Donc le peuple est là et on va voir qui des soutiens et qui, n'est-ce pas, du peuple gagnera la bataille. Nous sommes engagés dans une bataille et nous savons que c'est une bataille sans merci parce qu'elle engage des intérêts. Et qu'en matière d'intérêt, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de dignité, il n'y a pas de bon sens, il n'y a pas de vertu, il n'y a plus rien. Mais nous savons que notre cause est noble. Nous ne voulons que vivre libre comme nous sommes créés par le Créateur. Nul n'a le droit de nous empêcher de vivre librement parce que nous sommes créés libres. C'est pourquoi nous nous battons aujourd'hui. Donc, malgré ce soutien-là, nous sommes confiants. Si on tient, si le peuple togolais tient, nous parviendrons à changer les choses, malgré ces soutiens-là. Ces soutiens seront là, mais nous parviendrons à faire changer les choses. Et je suis confiant, je suis optimiste que cela aura lieu. Quant à la diaspora, le travail que nous abattons ici, nous avons déjà enregistré des victoires. Je vais vous parler du MCC, le Millennium Challenge Corporation. Le régime togolais comptait sur ce truc-là, puisque c'est de l'argent gratuit. Venez, on vous donne ça pour aller résoudre le problème de la pauvreté. Investissez pour que les peuples puissent faire chose. Ils ont déjà goûté un peu à cet argent-là, qui se sont partagés pour aller faire la belle vie. Mais cette fois-ci, grâce aux démarches de la diaspora, ils sont venus 2 fois, on leur a dit, allez résoudre le problème, la crise politique, avant de revenir prendre l'argent là. Ils sont revenus, on leur a dit, retournez, allez résoudre le problème. Donc déjà, nous sommes en train de faire des pas. Nous savons que le Togolais mérite cet argent-là, mais pas maintenant, puisque c'est les mêmes corrompus, les mêmes pilleurs de la République qui vont se partager de l'argent-là. Et le peuple pauvre pour qui on a alloué l'argent là sera là. Donc ça c'est un point déjà qu'on a gagné et le régime le sait. C'est pourquoi maintenant la diaspora est devenue la bête noire. Mais ils n'ont encore rien vu. Nous allons enregistrer des victoires. Désormais, nous allons nous attaquer aux avoirs des barons. Qu'on nous dit clairement qui est celui-là, parce qu'on nous a dit que c'est l'armée qui ne veut pas fort dire c'est l'armée. Si c'est vrai, nous allons voir si ces militaires pourront travailler, pourront voyager d'ici là. On verra. S'ils pourront voyager à l'extérieur, ils seront interdits de voyage parce qu'ils sont en train de torturer les pauvres populations au Togo. On l'a fait pour les autres pays. Le Togo aussi sera dans le cas. D'accord. Ça, c'est un avertissement. Ouais. Félix Abalo a déjà reçu quand même quelque chose de la communauté, comment je peux appeler ça, de l'ONU, de la Cour pénale internationale. Donc il est dans le viseur. Je crois que, en tout cas, professeur, vous êtes en train de faire un travail énorme. Nous vous encourageons parce qu'aujourd'hui, c'est sur cette diaspora que le Togolais compte aujourd'hui. Même ceux qui sont en train de marcher. Il y a un ami même qui m'a dit un jour, mais quand on marche, ça fait au moins 5 millions. Donc, comment il faut faire? Il dit, mais
la diaspora doit s'organiser pour arriver réellement à satisfaire tout le Togolais, parce que il y a une seule partie qui se répartit les richesses et on parle du développement. Mais quel développement que le Togolais vit aujourd'hui? Donc, merci donc. C'est pour cette raison je vous nomme le Premier ministre, le nouveau Premier ministre togolais. C'est ça. Donc, vous avez beaucoup d'idées, on compte beaucoup sur vous. On compte beaucoup sur vous, le professeur. Monsieur Kenao, au cours d'une conférence de presse, je crois que je suis en train, nous avons près de 20 minutes avant d'arriver sur M. Emmanuel Credo, parce que Credo a beaucoup de choses à dire. M. Kenao, au cours d'une conférence de presse qui a été organisée ce vendredi, le vendredi dernier, c'est-à-dire le 23 février 2018, le leader du mouvement des républicains centristes, je vais parler de M. Abbas Kabwa, a estimé que Abbas Kabwa a estimé que Monseigneur Podro devait être poursuivi en justice pour certaines sorties médiatiques. D'abord, je vous demande vos analyses. Mais voilà ce que lui-même Abbas a dit, parce que ça, c'est la presse qui a rapporté. Abbas a dit, nous allons traduire Monseigneur Podro en justice pour sa sortie. Il doit nous montrer là où Grinsky a enterré le corps. Grinsky a enterré le corps. Alors, qui est réellement M. Kabwa et pour qui il milite? Tu sais, M. Kabwa était... Parce que c'est ce même dialogue aujourd'hui. M. Kabwa était de ceux-là qui avaient critiqué fort Gnassingbé, entre-temps ouvertement. Mais tu sais, je ne sais pas en vertu de quoi il se permet de dire que Monseigneur Podro doit être traduit en justice. On connaît cet archevêque. Il a fait beaucoup. Si tu ne le sais pas, je te rappelle qu'il était le président de la conférence nationale souveraine du Togo, qui était organisée par les Togolais et pour les Togolais. Donc moi, franchement, je ne vois pas qui lui a donné ce pouvoir. Il dit nous allons traduire. Nous allons traduire. Ouais, eux qui Cela vous attend qu'il a une force intérieure. Hein? Voilà, tu sais, oui, il faut l'oublier. D'accord. D'accord. Ça ne fait pas avancer le Togo. Dans tous les cas, ça ne fait pas on ne doit pas négliger les petites informations. Monsieur Podro a fait, avant ce fameux dialogue, il a fait une sortie très importante. Très importante, avec des propositions concrètes dans le sens de l'apaisement. Bon, je ne sais pas si c'est cette sortie que lui qualifie de quoi. Sinon, Podro, après ça, on ne l'a pas vu, mais il revient en force dans le sens positif de la résolution de cette crise. Et je suis étonné d'entendre M. Kabwa l'accuser comme cela. Bon. Vous savez, moi, je ne tiens pas trop compte de ce que M. Kabwa dit, mais je sais que Podro, c'est un homme c'est un archevêque qui a joué un rôle très important. Très important. Je pense que M. Faure on lui doit quand même des reconnaissances pour ça. Du respect. Parce que c'est un homme de Dieu qui est venu. Non, du respect pour ça surtout. Du respect pour ça, voilà. Si les gens n'ont pas du respect pour ce monsieur, je crois que... Je ne sais pas à qui ils doivent encore du respect. Voilà, d'accord. Voilà. Emmanuel Credo. Oui, je crois que vous êtes en train d'attendre longtemps, mais si jamais ce dialogue n'aboutit pas, nous aurons affaire... Monsieur Credo, je ne sais pas si vous m'entendez. Si jamais le dialogue, s'il le reprenait et qu'il n'aboutit pas, est-ce que nous avons quand même des risques de combat, sinon des risques de manifestations qui vont quand même amener le Togolais encore à être plongé dans cette crise? Parce que, comme l'a dit le professeur, depuis le 19 août, dès que cette crise a commencé, le Togo ne va plus être comme le Togo. Si le dialogue n'aboutissait pas, qu'est-ce que nous avons à faire?
Avant de répondre à votre question, monsieur Nyawa, je voulais revenir un peu en arrière parce que la dernière question que vous m'avez posée, vous avez dit que j'ai fait un détour. Mais je n'ai pas fait un détour. La question était qui contrôle l'armée? L'armée est contrôlée en force par Félix Katanga. Mais Félix Katanga, c'est lui qui est l'homme fort de l'armée. Je vous donne la structure. Le Togo, vous le rappelez bien, n'a pas de ministre de défense. Donc, il y a un chef d'état-major à qui on confie tout le budget de l'armée pour tous les corps. Financièrement, c'est Félix Katanga, étant donné qu'il n'y a pas le ministère de la Défense, c'est lui qui répartit tout ce que chaque corps a besoin. Mais ils font recours à des milices parce qu'ils veulent cacher certaines de leurs opérations. Et pour financer leurs milices, l'argent vient d'où? L'argent vient du pouvoir, l'argent vient de fonds d'assurance qui les donne ça pour financer les milices. Monsieur, les milices ne sont pas des corps habillés. L'armée togolaise, elle est contrôlée par Félix Katanga. C'est l'homme fort. L'homme fort. Donc c'était pour revenir à cette question. Maintenant, à la question proprement dite, si ce dialogue n'aboutissait pas, moi, je dis que c'est la dernière rencontre que les Togolais ont l'occasion d'avoir, que ce soit entre eux ou bien avec un facilitateur avant la chute de l'Empire Gnassingbé. Si ce dialogue échoue, quel que soit ce que font Gnassingbé, que soient les cartes qu'il jouera, il n'aura plus la même mise sur le Togo qu'il a eu depuis qu'il est venu au pouvoir. Bien sûr, il a pu faire tuer des gens. Il a eu à faire tuer des gens pendant sa prise de pouvoir en 2005. Au moins, il y a 1000 morts. Personne n'a broché. Il a fait tous ces changements. Mais si ce dialogue ne veut pas... Moi, je ne parle en aucun cas de lutte armée. Hein. Il n'y aura pas de lutte armée au Togo parce que les forces en présence n'ont pas d'égalité. Il n'y aura pas de lutte armée au Togo. Il y aura une partie bien armée, c'est l'armée de Faure Gnassingbé, que moi je qualifie d'une Gestapo, parce qu'ils sont à l'ordre d'un régime, non pas pour défendre la République, et de l'autre part, les milices qu'ils engagent pour porter main forte. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il y aura le peuple qui sera ingouvernable. Quel que soit l'armée de tel pays a maté. Non, on va commencer. Combien ils veulent mater? Ils veulent tuer tout le monde. Après, ils vont gouverner sur des rochers. Non. Et le Togolais est parti. Et si cette rencontre ne réussit pas, c'est la dernière chance. Voilà, je veux qu'aujourd'hui, vous preniez note à ce que je vais vous dire. Prenez note, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura, si cette rencontre échoue, le RPT va faire un forcing, RPT uni va faire un forcing pour imposer le référendum. Et ils veulent envoyer des militaires partout pour faire un état de siège. Il y aura état de siège parce qu'ils ne veulent pas qu'on discute, de la Constitution de 92 qui reviendra sur sa forme où le président est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Ils ne veulent pas. Si c'est une fois, il faut que ça commence à zéro en 2020. Donc, pour eux,
si en 2020, Ford ne va pas se représenter, donc il n'y aura pas de discussion. C'est à prendre ou à laisser. Donc il faut forcer le terrain. Bon, maintenant, c'est pourquoi moi je suis d'avis qu'en matière de discussion politique, chacun n'arrive pas à avoir la totalité de ces trucs. Je ne suis pas pour tous ceux qui veulent le départ immédiat de Ford. Non, il faut quand même avoir aussi, peut-être un peu. Je crois qu'il faut qu'on fasse un consensus que puisse Ford finisse son mandat en 2020 et qu'il devienne ancien président du Togo, qu'on n'a jamais eu. On n'a jamais eu d'ancien président togolais. Donc, au moins, il va avoir ce rôle, il sera sur un siège là où tout le monde va quand même le remercier pour avoir aidé le Togo. Et comme ça, qui viendra? Moi, je vous l'ai dit la dernière fois, n'importe quelle ethnie, ça, ce n'est pas un truc que la famille Nyassindé soit mis à l'écart. C'est tout. Ça, mais non, s'il faut, comme sur sa position, que la Constitution de 92 revient, si et seulement si je peux le représenter en 2020, et que malgré l'opposition dit que non, vous aurez un départ immédiat, ça va clasher. Mais si l'opposition dit qu'on vous laisse finir votre mandat en 2020 et que Ford dit ne quitte pas parce que la constitution la nouvelle constitution, même si on la revise, on l'a fait ramener, elle commence à zéro, le Togo aura une situation fatale et vraiment les effets, les inconvénients seront incalculables. Mais moi, je crois, quand on a, qui espère, quand on enlève l'espoir de la vie, on ne vit pas. Il faut toujours espérer qu'il y aura un compromis. Mais espérons que quelque chose va se passer. Donc, il va se passer et là, que l'armée va accepter avec tout ce que tout son soutien de force, qu'il y ait que chacun de son côté essaie de revenir à une négociation qui profitera pour tout le peuple togolais. Merci pour ça. Credo, merci de cette contribution. Professeur, je crois que vous avez entendu ce que Emmanuel Credo a dit, mais c'est que vous avez beaucoup de choses à dire avant qu'on ait terminé cette émission. Mais il y a aussi Félix Abalo, parce que c'est de celui qu'il s'agit, qui a juré avec un autre général que tant qu'ils seront en vie, Ford va rester au pouvoir jusqu'à la fin de sa mort. ça a été vu. Nos informations dessus nous ont dit cela. Et puisque le professeur, vous avez dit, j'ai donné d'abord une source d'information tout à l'heure, vous avez dit que n'engage que ces sources d'information, mais ce sont ces informations qu'on néglige aujourd'hui qui font état de lieu. Donc, professeur, voilà, c'était une information. Est-ce que si jamais le dialogue n'aboutissait pas, qu'est-ce qu'il va se passer? Est-ce que vous avez des recommandations à nous donner? Oui, d'abord, je vais toucher un peu le problème je peux dire, de l'engagement et que M. Félix Katanga aurait pris par rapport à son soutien sans faille à Ford. Je vais vous rappeler que parce que moi, des fois, l'histoire est très importante dans la vie d'une nation. Vous savez ce qui s'est passé en Gambie, pas plus que l'année passée. En Gambie, lorsque Yahya Jammeh a félicité M. Barrow et le lendemain, il a dit non, il n'a plus félicité. On nous a dit que c'est l'armée qui allait lui dire, mais quand tu parles comme ça, et nous, notre sort. Le chef d'état-major dans le temps, c'est un homme intègre selon l'ONU parce qu'on l'envoyait en mission pour aller diriger les troupes. Il était même prêt. Il s'apprêtait à aller au Soudan du Sud pour conduire, diriger les forces onusiennes là-bas quand le problème s'est posé. Vous savez,
lorsque Yahya Jammeh a finalement annulé sa décision de partir, qu'est-ce que le général a fait? Il s'est habillé en effigie de Yahya Jammeh. Et c'est comme ça qu'il est allé s'adresser aux ambassadeurs, à tout le monde, et pour leur dire que lui, il est payé par Yahya Jammeh et que lui doit tout, même sa vie. Dites-moi si ce général-là et Yahya Jammeh sont encore en Gambie. Yahya Jammeh est parti, le général là est au cachot. Donc moi je vais dire que M. Félix Katanga, c'est son souhait. Mais le souhait de M. Katanga n'est pas une décision divine. Tout le monde a des souhaits. Moi j'ai mes propres souhaits. Et quand je crois en ces souhaits-là, je peux dire ce que M. Katanga a dit. Mais la différence c'est que moi je crains Dieu. Je ne suis pas catégorique. Parce que je me souviens de la mort et je ne vais pas dire que tant que je suis là, tel va... Je ne vais jamais le dire. Le dire, c'est être ingrat vis-à-vis de mon Créateur. C'est ce qui fait la différence entre nous et les tyrans. Le tyran, c'est celui-là qui rejette même les prémices même de sa création. C'est ça qui fait problème. Parce que quelqu'un, un être humain, qui tient des propos comme ça, ça veut dire qu'il s'est déjà égaré complètement. C'est par rapport à ça que je vais m'adresser à ce problème. Maintenant, venons à la solution. Si le dialogue échouait, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit et je le répète, si le dialogue échouait, le peuple togolais doit continuer sa marche vers la victoire. Puisque, au fait, le peuple togolais n'a jamais souhaité de dialogue. Il a posé des revendications, quitte à force de les satisfaire ou de les laisser. Mais c'est lui maintenant qui a dit, venez, on va dialoguer, on va trouver une solution. Maintenant qu'il n'y a pas de solution, le peuple togolais doit continuer sa ligne droite jusqu'à la victoire. Il n'y a même pas de compromis à faire après l'échec du dialogue, puisque quel compromis vous voulez faire? S'il y avait compromis, on le ferait au dialogue. Du moment où il n'y a pas de compromis au niveau du dialogue, le peuple doit continuer sa marche, sa ligne droite et arracher sa victoire de gré ou de force. C'est la seule alternative crédible à l'heure où nous parlons. Merci professeur. Ouais. Monsieur Kenao, je crois qu'on n'a plus le temps, nous sommes vers la fin de notre émission. Comme l'a dit le professeur Moussa Issoufou, qui est professeur conférencier à l'université de la Caroline du Nord, il a dit que je préfère subir la justice que de la commettre. Ouais. Monsieur Kenao, Ouais. un enfant, quand sa mère décède à 21h, il ne faut pas attendre à minuit pour lui dire que ta mère est décédée, sinon il va pleurer jusqu'à ce que vous n'allez même pas dormir. Vous êtes là devant les Togolais, dites à M. Flore Yassingbe que si le dialogue n'aboutirait pas, voilà ce que vous proposez. On n'a plus à se cacher parce qu'aujourd'hui, c'est la vie de tous les Togolais. Il y a des morts qu'on ne peut plus réveiller et on continue. Et le dialogue que nous attendons, c'est un dialogue qui boite un peu, M. Kenao. Vous savez, moi j'ai toujours dit, je le répète, le dialogue togolais n'a pas été voulu par les Togolais. Je le répète encore. Et sur ce point, je ne pense pas que ce dialogue pourra continuer sous la forme qu'il avait avant le 23. Je ne crois pas. Je suis en train, moi, d'envisager un autre dialogue bis. Et cela, c'est justement parce que le rapport du président ghanéen, l'indisponibilité dont vous avez parlé, c'est que le président ghanéen puisse retourner en France et faire son rapport et comme ça revenir avec un nouveau plan pour relancer encore les rencontres. Et les 2 jours dont on a fait... Non, ça s'annule. On va encore aller sur 20 jours, un mois. Donc, je dirais tout simplement, aussi bien aux acteurs politiques qu'à la classe civile et à la population togolaise, que c'est le moment de penser à l'intérêt du Togo. Après nous, ce n'est pas le déluge. Après nous, le Togo va exister. Après nous, le Togo va exister. Et ne faisons pas du Togo nous. Faisons du Togo le grand T.
Togo avec grand T et de penser à demain. Après moi, si je pars, est-ce que je partirai avec toute ma descendance? Je partirai seul ou je partirai avec toute ma descendance? Si je sais que je laisserai ma descendance derrière, là alors, je ferai tout pour que mes fautes, que ma descendance ne puisse pas être victime de ce que moi j'ai fait sur cette terre. C'est en ce terme que je parle aux Togolais. Faites de sorte que les gestes que vous posez aujourd'hui, que vos descendants ne puissent pas assumer ces responsabilités. Je vous remercie. Merci donc, M. Kenao. Rapidement, ça c'est votre dernier mot. Oui. Monsieur Credo Emmanuel. Monsieur Credo Emmanuel, je crois que vous avez l'antenne pour votre dernier mot, mais pour votre information, sachez que le général Banfo a parlé de M. Félix Abalo Katanga. Il dit que la tactique du général, de ce général, est d'opposer les uns contre les autres. Vos derniers mots, Credo. Oui, et de sources aussi très bien et crédibles, j'ai bien appris que Faure Gnassingbé est en train dans les coulisses de faire dire que c'est l'armée qui l'oblige plutôt à pouvoir continuer son pouvoir. Moi j'ai appris qu'on a dit que c'est l'armée qui ne peut pas quitter. Voilà. Parce que s'il quitte aussi, il va rendre compte à l'armée. Vous avez compris, M. Credo? Voilà. Ouais. Vous avez compris? C'est l'armée qui dit au président Faure de ne pas quitter le pouvoir, parce que s'il quitte le pouvoir, il aura des comptes à régler avec l'armée. Exactement. Tout ça là, c'est toujours une tactique pour enlever sa responsabilité. Être candidat pour les élections d'un parti dépend de la volonté du candidat. Une armée ne peut pas imposer un candidat à un peuple. Si c'est le cas, donc l'armée s'est bien dévoilée et que cette armée devient l'adversaire primordial du peuple, parce que ça sera clair. Mais tu sais, je suis un croyant et j'ai toujours espoir. Je me dis que quand on parle de diaspora togolaise, elle est plurielle. Il y a des gens qui sont dans la diaspora qui veulent que le régime continue. Il y a des gens qui sont dans la diaspora qui veulent qu'il y ait un changement. Ça, c'est la diaspora togolaise. Maintenant, au niveau sur le terrain, c'est les gens qui affrontent quotidiennement tous les sévices qu'on les impose. Je crois que le Togolais est aujourd'hui arrivé à un niveau de non-retour. On peut tout faire. Le Togolais, les yeux sont ouverts. Quand on parle aujourd'hui du 27e ou de la 28e rencontre, pourquoi on n'a pas entendu parler de ces rencontres aussi internationalement comme on le fait maintenant? C'est parce que nous avons atteint un niveau d'évolution. L'eau a bouilli et il n'y a pas... Pour le refroidir, il faut qu'on trouve des trucs concrets. Donc, je crois que cette armée, elle peut tout faire, que c'est elle qui existe fort ou bien c'est fort qui se fait soutenir par l'armée. Ça ne marchera pas. On n'a pas d'armes, mais avec les mains nues, on fera tout pour que le Togo retrouve sa souveraineté et qu'il y ait un changement démocratique au Togo. C'est tout notre vœu. Il n'y a pas de retour. On ne va pas retourner en arrière. La lutte continue. On est prêt. Merci beaucoup et merci à tous les frères et sœurs qui sont devant la lutte
Merci à Tempo et Africa TV qui faisait et vous faites un travail d'information très louable et nous vous remercions pour votre participation et pour donner mettre sur les ondes l'association togolaise. Je vous remercie. Merci. Merci, M. Credo. Je crois qu'il reste maintenant le professeur Issoufou pour son dernier mot. Le professeur, comme vous l'avez dit, vous préférez subir la justice que de la commettre. Monsieur le professeur, votre dernier mot. Pour mon dernier mot, je vais encore relancer cet appel à l'endroit des tenants du régime, puisque d'aucuns nous disent que c'est la peur, n'est-ce pas, des représailles, des revanches après la chute du régime qui fait qu'il y a certains qui ne veulent pas, sinon ils veulent le changement. Il faut que chacun comprenne que le peuple togolais n'est pas un peuple revanchard. Tout le monde le sait. Le peuple togolais, c'est un peuple tolérant. Quelle que soit la façon dont ce régime va chuter, il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Il n'y en aura pas. Parce que le Togolais sait pardonner. Et c'est pourquoi je vais les rassurer en leur disant que si ce sont ces craintes-là qui font qu'ils veulent fermer les yeux, ils veulent boucher leur nez et fermer leur bouche en semblant à ne voir, ne rien dire, ne rien entendre, ils n'ont qu'à, n'est-ce pas, revenir à de meilleurs sentiments. Le Togolais n'a pas pour ennemi son frère togolais qui est aussi dans la misère. Je vais vous dire que le paysan comme Barkossi ne vit pas mieux que le paysan de Pia. Le paysan de Pia ne vit pas mieux que le paysan de Soudou. Le paysan de Soudou ne vit pas mieux que le paysan d'Agwetiko. Le paysan d'Agwetiko ne vit pas mieux que le paysan de Kouyou. C'est comme ça. Tous ont le même ennemi. Et cet ennemi-là, c'est le régime en place. C'est entouré de cette minorité-là, toute ethnie confondue, je dis bien. Moi, je ne parle pas d'une seule ethnie ici. Toute ethnie confondue. Ils ont su débaucher tout le monde. Les gens aux mœurs légères de toutes les ethnies entourent ce régime-là. C'est pourquoi je dis que le peuple togolais, le vrai peuple, va s'embrasser comme un seul homme. Quelles que soient leurs ethnies, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur ville, leur village, le Togolais va se réconcilier avec lui-même. Parce qu'ils ont le même ennemi. Et cet ennemi, c'est le groupe des pilleurs de la République. C'est le nom que moi, c'est ce que je les appelle. Pilleurs de la République. Alors, je dis que le Togolais va se réconcilier. Donc, ceux-là qui sont encore en train d'hésiter, quant à la capacité du peuple togolais de pardonner, je vous dis que vous êtes déjà pardonnés. Seulement, ne commettez plus de crimes. N'aidez plus, il ne faut pas être des accessoires aux criminels. Il faut qu'on les identifie ensemble et qu'on les dénonce. Et du moment où on le fait, nous tous, les 99% des Togolais, y compris les 98% des militaires, sur qui on compte, on va s'embrasser main dans la main et nous allons construire un Togo nouveau. Tant pis pour les canards boiteux. Merci. Merci encore une fois de plus, professeur Issoufou. Merci aussi à Emmanuel Credo. Merci à Yves Kenao pour vos contributions. Merci aussi à Camille qui nous a appelé pour quand même dire quelque chose. Vous pouvez toujours nous appeler pour participer à l'émission ou bien nous faire des propositions. Vous pouvez aller sur tempoafrique.com pour regarder aussi les émissions sur YouTube, sur Facebook. Mais nous sommes là pour quand même concrétiser le concret. Merci encore une fois de plus à Malik Sall pour la réalisation de cette émission. Nous espérons que pour ce dialogue, il y ait quand même quelque chose, c'est-à-dire une solution pour que le Togolais lambda puisse se retrouver chez lui et bénéficier de sa richesse. Encore une fois de plus, je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle édition de Grand Débat sur Tempo Afrique. Serge Nyawa, au revoir. Au revoir, merci. Nous voulons la paix.
Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre.